Bonjour à tous, c'est Carnage Boy et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films de 2023. Alors comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, 2023 a été une très bonne année pour le cinéma et dans tous les genres français, super-héros, dessins animés, etc. Il y a drame aussi, comédie, c'était vraiment une super année. On a eu des mauvais films, notamment un sur lequel je m'acharnerai jusqu'à la fin des temps, vous savez duquel je parle, mais, c'est quand même une bonne chose parce que pour mes flops, j'ai fait un flop 8, tandis que là, j'ai fait un top 10. Et justement, avant de commencer, je vais vous donner une catégorie de films bons, mais pas assez. Des films voilà, qui étaient vraiment bien. Et si j'avais fait un top plus large qu'un top 10, je les aurais mis. Donc je vais vous dire les films que j'ai vus qui sont bons et que j'ai trouvé bons, mais pas assez. Là, c'est vraiment une liste non exhaustive. Je l'ai dit vraiment au hasard. Là, c'est pas du tout dans un ordre croissant, les films bons, mais pas assez. Donc, bref. Donc, dans la catégorie des films bons, mais pas assez, nous avons euh, Élémentaire. Donc oui, le Disney. Oui, un Disney. Alors je suis allé le voir oui, oui, ça peut être sympa. Un truc avec des éléments. Ils peuvent peut-être faire un truc à la Zootopie avec la même créativité visuelle qu'un vice versa. Donc je suis allé le voir. Je suis allé le voir avec une bonne pensée. Et voilà, il était pas nul, mais j'en ressens pas grand-chose. Je comprends qu'il y en ait qui aient beaucoup aimé ce film, voire même adoré. Je comprends et je suis d'ailleurs très content, et je suis d'ailleurs très content pour eux, hein, tant mieux s'ils ont pu passer un bon moment devant. Mais moi, perso, j'accroche pas. Déjà, je ne suis pas parvenu à m'attacher aux personnages, notamment Flamme et Flaque, parce que Flamme, un de ses enjeux, c'est qu'elle doit contrôler sa colère. Sauf que sa colère, cette impulsivité, on n'a aucune raison de pourquoi elle existe, et du coup on a juste l'impression que Flamme est une énorme rageuse. Du coup moi j'arrivais pas à m'attacher à elle, vu que je me disais tout le temps, mais pourquoi tu t'énerves pour rien? Là, ça n'a pas de sens. Et, euh, et Flack, euh, et Flack, oui, c'est un personnage sympa, mais ça, en fait, le problème, c'est que je trouve qu'ils sont pas plus, ils sont pas plus profonds que ça. Et puis bon, évidemment, il y a un message de tolérance, d'acceptation des autres. Mais le problème, ce qui me bloque, c'est qu'il y a absolument aucune subtilité dans le truc. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec le fait que Disney fasse des messages de tolérance. Et ça peut même donner de trucs géniaux. Par exemple, Zootopie était un film qui appelait à la tolérance et c'était un super film. Euh, mais voilà, il le faisait de façon, il le faisait de façon assez subtile il le faisait de façon assez subtile et puis les messages, c'était aux téléspectateurs de les comprendre au fur et à mesure parce qu'ils savaient que le spectateur n'était pas un con. Tandis que dans Élémentaire, c'est-à-dire que dès le début, en fait, on te dit directement ce que tu dois penser. Rien que dans la bande-annonce, on te dit tout de suite, tu ne dois pas faire ce que les autres attendent de toi, tu dois être libre. Donc, en gros, dès la bande-annonce, on te donne déjà la morale, le message qu'il faut passer. Et moi, euh, et moi vraiment, je bloque avec ça. En plus, l'histoire, j'arrive pas à accrocher, c'est-à-dire que elle est vide. En vrai, quand j'y songe, c'est vraiment une histoire à la Roméo et Juliette. Je suis désolé, mais quand même pour un Disney, j'en attends un peu plus. Aussi, un truc qui m'a déçu, c'est que il y a aucun méchant dans le film. Mais c'est vrai, alors que vu ce concept d'éléments,
ils auraient pu prendre un très bon méchant, très stylé, qui pourrait être n'importe quel élément. Ça aurait pu être la terre, le feu, l'eau ou l'air. Et il aurait pu être très cool. Donc, oui, ça me déçoit. Il y a aucun méchant. Et puis, j'arrive pas à m'attacher au personnage. L'animation, elle est très travaillée. Il y a des moments d'animation. Il y a des moments d'animation qui sont très chouettes. Et encore une fois, j'ai pas détesté le film. Il y a des passages que j'ai vraiment aimé, que j'ai trouvé très beaux visuellement, et le début vraiment me plaisait. Mais parce que je pensais que ça allait basculer. Mais en fait, non, ça bascule pas. C'est comme si dans Zootopie, tout le film ça aurait été juste Judy Hopps, qui met des PV sur les pare-brises, hein. Voilà, je trouve pas que l'histoire évolue. C'est plus une comédie romantique à la PS I Love You, avec un Disney qui fait rêver. Donc, encore une fois, tant mieux pour ceux qui ont adoré. Je reconnais que c'est un bon film, hein, quand même. Quand même, hein, il y a du vrai travail. Il y a un vrai travail là-dessus, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le flop. C'est que là, j'ai vraiment senti la créativité, l'effort, un truc que j'ai pas pu ressentir dans Killers of the Flower Moon. Mais voilà, c'était, j'étais en mode, ouais, pas mal. Ensuite, nous avons un film français, Les Vengeances de Maître Poutifard. Et donc, c'est un film de Pierre-François Martin Laval. Alors, il faut savoir que Pierre-François Martin Laval, c'est celui qui a fait Les Profs. Et autant j'ai pas aimé le 2, autant le un, je trouve que c'est un film d'adaptation d'une BD française la mieux réussie et la plus drôle avec le premier élève du Cobu. Vraiment, Pierre-François Martin Laval enfin, PEF a du talent. Et voilà, et les vengeances de Maître Poutifard, je suis allé le voir en mode bon délire. Et, et en vrai, ça a été une très agréable surprise. En gros, c'est Christian Clavier qui, à la retraite, essaie de se venger de trois élèves qui lui ont pourri la vie et qui ont notamment brisé ses rêves de mariage. Et donc, il met en place toute une vengeance pour se venger d'eux une fois adulte à l'aide de sa mère Isabelle Nanty, qui est d'ailleurs très bien en grand-mère, en mère de Christian Clavier, alors qu'ils ont à peu près le même âge. C'est vraiment très bien fait. Et vraiment, c'était un très très agréable moment. C'était, l'humour marchait. Ça restait jamais bloqué dans un concept. Ça devenait jamais répétitif. Les vengeances, elles arrivaient tout le temps à être, tu vois, élaborées. Et d'un côté très fun, mais en même temps pas trop cruel. Pas trop cruel. Et notamment, il y en a une où je me suis dit, ok, Pef, c'est définitivement un génie. C'est en gros, il se venge sur des jumelles qui lui ont pourri la vie et qui aujourd'hui sont des influenceuses et qui en pleine campagne d'élection présidentielle tournent une vidéo avec le président où en gros il le suce. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Donc vraiment, c'est un pur génie d'avoir pensé à ça et surtout et encore plus, oui, d'avoir dénoncé ça, d'avoir montré en quel point c'est lamentable que ce genre de personne qui devrait justement être la voix du peuple et se moquer des puissants soit finalement là juste pour donner du crédit à ces puissants qui sont en plus des connards. On- Et, et je vais pas dire la fin, mais la fin, elle m'a vraiment ému. Mais à la fin, je vous dis, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Je ne plaisante pas. C'est, il est parvenu à faire un truc émotionnel à la fin, brillant. C'était, euh, c'était très bien. En plus, cette fin, elle interrogeait un petit peu aussi le regard du spectateur parce qu'on kiffe voir Maître Poutifard se venger de ses élèves, surtout qu'on voit que ses élèves c'était déjà des connards, mais qui se sont pas améliorés avec le temps. Et en même temps, on peut pas s'interroger sur, bah,
Est-ce qu'on devient pas comme, est-ce qu'on devient pas comme eux? Est-ce que la vengeance, ça ne ronge pas? Est-ce que, est-ce qu'il y a une façon beaucoup plus subtile et pure de se venger entre guillemets? Donc, je vais pas vous spoiler la fin, mais vraiment, je vous conseille de le regarder. C'est dommage que Les Vengeances de Maître Potiphar, ça ait fait partie de ces comédies françaises qui restent 2 semaines à tout péter au cinéma, alors que autant des films comme Les Blagues de Toto 2 ou 10 jours encore sans amant, ça le méritait, celui-là, il le méritait pas du tout. Euh, C'était vraiment étonnamment touchant et vraiment drôle. Donc vraiment oui, j'ai passé un très agréable moment devant. Mais encore une fois, c'est un top 10 et il y a eu des films meilleurs que lui. Ensuite, nous avons Les choses simples, donc un film avec Lambert Wilson qui en gros joue un PDG à la tête d'une entreprise technologique, enfin une sorte d'Elon Musk quoi, et, et qui en gros va avoir un ancien ingénieur qui vit reclus à la campagne pour le convaincre de lui céder une technologie qui rapporterait énormément d'argent. Et c'est le genre de film français, oui, c'est agréable parce que il y a des gens qui vont dire que ce genre de film c'est un truc de boomer parce qu'en gros ça montre les méfaits de la technologie et que ça montre que la vie à la campagne c'est bien. J'ai envie de dire, c'est vous les cons. Je veux dire, en quoi montrer que vivre à la campagne, près de la nature, vivre humblement mais tranquillement, c'est, et- tandis que vouloir vivre entre les technologies, se forcer à être tout le temps moderne, même quand c'est renier notre identité, je vois pas en quoi c'est con, c'est juste de la pureté. Le ciné. Alors évidemment, on dit que c'est très français parce qu'évidemment, il n'y a que le cinéma français qui fait ça. Le cinéma américain, lui, comme il est enfermé, comme il encourage le capitalisme, la société de consommation, tout ça, il encourage totalement le fait de vivre dans la technologie, la société de consommation. Il peut mettre en garde. Alors il y en a certains qui peuvent mettre en garde contre le danger des technologies, mais toujours dans un futur proche, jamais au moment présent. Et, euh, et oui, oui, je suis allée le voir et c'était vraiment un film intelligent. Ça devenait pas prétentieux, ça essayait pas d'en faire des caisses en mode oui, oui, j'ai compris et les phrases qu'il y a dans mon film, elles resteront dans les manuels de philo. Euh, non, mais les dialogues sont simples, mais ils ont plein de sens. Notamment le paysan qui dit que oui, il n'a pas envie de tout le temps, de tout le temps devoir se bouger, de tout le temps devoir de tout le temps devoir être dans le futur, de tout le temps adopter une nouvelle technologie. Il a envie de vouloir faire une pause et de profiter du moment présent, de profiter de ce qui l'entoure au lieu de vouloir tout détruire pour reconstruire. Et aussi, s'il refuse de donner son argent à Lambert Wilson, bah, c'est parce qu'il sait que cette technologie, soi-disant philanthrope, elle servira qu'aux puissants et ça fera, et ça fera que rendre la vie des pauvres plus difficile. Et aussi, là où la subtilité est intelligente, c'est que Lambert Wilson, on n'en fait quand même pas un connard qui est attiré que par le gain. On montre qu'il a aussi besoin dès le départ de se détacher, qu'il a conscience de ce besoin. Et voilà, on arrive à s'attacher aux deux. Donc oui, faut vraiment, c'est les films français, voilà, qui font du bien, qui sont vraiment agréables. Ensuite, celui que je vais dire, je pensais que j'allais le mettre dans un flop, mais en fait, il n'était pas si nul que ça. C'est Chasse gardée. Donc, en gros, c'est un truc où un couple de Parisiens déménage avec leurs enfants à la campagne pour être plus tranquille. Euh, mais, euh, mais tout part en vrille quand ils découvrent que leurs voisins sont des chasseurs. Alors, j'ai un rapport compliqué par rapport à la représentation des chasseurs, parce que maintenant,
un chasseur, on le montre voilà comme un pecno alcoolique avec une barbe de bûcheron et qui veut tuer 30 proies d'un coup juste pour le plaisir. Et, euh, et moi, je trouve ça un peu facile parce que d'un côté, j'adore la nature et c'est vrai que j'aimerais aussi qu'il n'y ait pas de chasseurs dans ce monde, mais en même temps, c'est nécessaire. Même si on oubliait le fait que l'homme a besoin de viande pour survivre et avoir un corps normal, même si on oubliait tout ça, bah, c'est aussi nécessaire à l'équilibre de l'écosystème. Par exemple, les sangliers et tout, et si on en tue jamais, du coup ils sont trop nombreux et ils font des ravages et ils mettent en danger les autres espèces. Et du coup, l'équilibre naturel est perturbé. Par contre, on peut détester les chasseurs à partir du moment où ils tuent plus que nécessaire, où ils tuent plus, où ils tuent pas pour maintenir l'équilibre naturel ou pour maintenir l'équilibre naturel ou pour se nourrir quand ils tuent juste parce que ça les fait marrer de tuer des animaux. Ça oui, il faut condamner. Donc j'étais j'étais un peu dubitatif par rapport à ce film parce que j'avais peur d'une représentation simple. Et oui, il faut avouer que effectivement, il s'est pas vraiment démarqué des autres représentations. Les chasseurs les chasseurs restent des becs noirs aérés. Mais le film n'était pas si con que ça il arrivait, parce que déjà, il arrivait à être drôle. Il y avait des passages qui étaient vraiment amusants. Les acteurs s'en sortaient bien. Julien Pestel jouait très bien son rôle et tout le monde d'ailleurs, hein. Même le gars qui vient du Whoop, il joue bien. Euh, donc, et puis surtout, on nuance un peu le fait d'être chasseur, notamment Didier Bourdon. On explique que il était à la retraite et il avait besoin de s'occuper, de faire un truc collectif, sinon il allait devenir fou. Donc, euh, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Évidemment, c'était pas un chef-d'œuvre, mais, mais voilà, au moins on sait que au moins ça n'a pas été fait par les bobos parisiens qui croient très écolo de plus prendre de plastique, de plus prendre de plastique. Non, on voit quand même que ça a été fait par un vrai respect de la nature et que c'était pas vraiment une façon de dénigrer les chasseurs. Enfin, si, un peu, mais surtout en fait de leur ouvrir les yeux, entre guillemets. Ensuite, nous avons un film qui a eu beaucoup de succès, c'était Super Mario Bros. Le film. Alors bon, il faut savoir que je suis pas du tout un expert ni un fan de l'univers de Mario, donc je suis allé le voir, voilà, comme ça. Et oui, c'était un film très sympa, il était très agréable à regarder, très fun, l'animation est très agréable, les scènes d'action sont créatives, les décors sont très bien élaborés. Le mélange d'animation entre celui de Nintendo et celui d'Illumination était très bien fait. Euh, c'est un film très agréable à regarder, mais c'est vrai qu'on en faisait des tonnes. Voilà, c'était loin d'être un chef-d'œuvre. J'en attendais quand même pas beaucoup parce que je savais que ça allait un peu rester dans la zone de confort. Et d'ailleurs, ça l'est parce que c'est aussi un film, c'est aussi un de ces films où il force de rajouter 10 000 détails à l'univers pour qu'en gros les fans soient ah, il a mis un détail! Ah, j'ai compris la référence! Et en plus, ça marche parce que effectivement les fans de Mario et de Nintendo étaient aux anges. Et tant mieux pour eux. Mais même si j'étais un fan, je pense que j'aurais nuancé le truc parce que oui, c'est un film très serviable, mais quand même loin d'être parfait. Les personnages sont assez bien élaborés. Les personnages sont assez bien élaborés.
Ils sont intéressants. La fraternité entre Mario et Luigi est bien représentée. Todd est une mascotte sympa. Donkey Kong arrive à être amusant tout en étant un personnage un peu plus complexe. Et même Bowser. Alors peut-être que dans les jeux vidéo, comme dans certains jeux vidéo, on l'avait nuancé, mais dans ce film, on le nuance euh, mais d'une façon très restreinte. C'est-à-dire que on comprend pourquoi il déteste le héros, mais on ne justifie en aucun cas ses actes. Voilà, c'était la nuance. Et voilà, et les personnages étaient sympas, l'humour, il marchait bien. C'était pas un humour bébé, c'était pas un humour bébé comme la plupart des films d'illumination. Euh, il y a même des gags, il y a même un running gag qui m'a fait mourir de rire tellement il sortait de nulle part. C'est dans le château de Bowser, on a plein de prisonniers qui vont bientôt être jetés dans la lave. Et t'en as un, je sais pas, une sorte une sorte d'icône d'emoji vivant, je sais pas, qui lui en gros est un gothique dépressif qui est super content à l'idée de bientôt crever. C'est vraiment la mort sera notre libération et quand tout le monde s'apprête à être tué dans la lave, tous les prisonniers normaux font oh putain non et lui il fait youhou. Alors ça m'a fait mourir de rire tellement c'était inattendu et puis cet humour noir tellement osé qui poussait vraiment le délire jusqu'au qui poussait vraiment le délire à fond, ça me tuait. Et voilà, les personnages dans l'ensemble sont bien faits. Il y en a juste un qui me pose problème, c'est Peach. Alors, le fait qu'elle devienne une princesse qui défend son royaume et qui soit badass ne me dérange pas. Ne me dérange pas, ça me permet de faire un personnage un peu plus consistant que juste une nunuche qu'il faut sauver. Mais c'est juste, mais c'est juste dans une scène. Et c'est vraiment une scène, un moment, mais ça m'a marqué. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est une connasse. C'était une scène où c'était en gros une scène où Mario lui dit je vous accompagne pour aller sauver Luigi pour vaincre Bowser. Et là il lui dit toi, mais t'es tout petit. Alors euh, t'es censé être une reine, enfin une princesse gentille, compréhensive qui ne juge pas sur son apparence. Donc bah connasse en vrai. Ensuite, t'es pas beaucoup plus grand que lui. Ensuite, vous n'êtes pas vraiment. Ensuite, tu es à la tête d'une armée de Todd, de champignons de champignons. Donc tu devrais peut-être savoir, devrais peut-être savoir que la taille ne fait pas tout. En même temps, vu comme les Todd sont une armée incompétente, je peux comprendre pourquoi ils jugent la taille de Mario par rapport à son efficacité, mais quand même, juste connasse. C'est genre, normalement, tu vois le gros con à la cour qui fait lui, il nous aidait, tu n'es qu'un nain. Et elle qui lui dirait non, arrête, tais-toi. C'est. Waouh! Mais sinon, oui, c'était un film très très agréable à regarder, les scènes d'action étaient bien faites, mais très surestimées. Toujours dans la catégorie bon mais pas assez. Oui, je suis désolé que ça dure aussi longtemps, mais bah oui, désolé, mais forcément ça allait être plus long que l'autre. Donc nous avons aussi les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup l'histoire de les Trois Mousquetaires et je la connais assez bien. Et et oui, ce film est un bon hommage. Il arrive à créer des scènes d'action bien travaillées. Les acteurs jouent tous bien. Les personnages sont intéressants et nuancés. On leur apporte une profondeur intéressante. Le seul truc où j'étais genre pourquoi, c'est Porthos qui dit à D'Artagnan au plus grand des calmes qu'il est homosexuel. Euh,
Dans la société de Louis XIII, je pense pas que tu pouvais dire à tous les coins de rue que t'étais homosexuel au plus grand des calmes. Surtout que c'est dit qu'une seule fois et de ce qu'on en voit dans la suite, c'est complètement oublié. Donc c'était juste totalement gratuit, hein. C'était juste pour dire on a un personnage homosexuel dans le truc. Euh, donc, et ça, tu vois, une ambiance un peu. J'avais peur un peu que ça soit une ambiance à la Ridley Scott qui veut forcer son aspect mature et sombre, qui tend à devenir chiant et immature. Mais en fait, non. Alors, oui, c'est plus sombre que certaines représentations des Trois Mousquetaires, mais ça arrive quand même à ne pas délaisser l'aspect l'aspect pur de l'histoire originale. Par exemple, la romance entre D'Artagnan et Constance Bonacieux, on se force pas à faire au départ un truc à la, elle le déteste et elle le défonce au combat, elle le méprise ouvertement et du critère de base pour savoir qu'à la fin ils vont être ensemble. Non, c'est vraiment, voilà, un coup de foudre mignon, touchant. Les acteurs jouent bien. L'actrice qui joue Constance Bonacieux joue bien, vraiment. Les acteurs, les acteurs jouent tous bien. C'est bien fait. Mais l'intrigue de Athos qui se fait arrêter pour un meurtre qu'il n'a pas commis, elle n'est pas présente dans les romans. Mais voilà, elle est bien, elle est vraiment bien. Elle aurait pu être dans les romans. Euh, aussi, aussi Louis XIII, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, dans les Trois Mousquetaires, on l'interprète juste comme un roi faible et débile. Là, non, on a su le nuancer le truc, et à la limite, on montrait plus le duc de Buckingham sous un mauvais jour que Louis XIII. Le cardinal de Richelieu aussi, nuancé. Évidemment, on montre pas que c'est un ange, mais on le résume pas au grand méchant, qui est d'ailleurs pour moi une interprétation fausse que certaines personnes se font des Trois Mousquetaires, limiter Richelieu à juste un méchant maléfique. Et, et voilà, c'était un film très sympa. J'étais en mode, bah pourquoi pas pour la suite. Et bah justement, on enchaîne directement sur la suite parce que bah, elle est sortie la même année. Donc Les Trois Mousquetaires, Milady. Donc oui, la suite d'un film qui sort directement la même année. C'est pas commun, mais bon, ok. Hum. Et je dois avouer que je l'ai un peu moins aimé. Euh, Encore une fois, c'était un film très travaillé. On sent que que les types, ils avaient une vraie passion, ils ont fait des efforts et tout et tout. Mais là, pour le coup, les libertés prises me dérangeaient un peu plus. Hmm, je veux dire, on te rajoute une histoire de tension sexuelle entre D'Artagnan et Milady qui, qui pour moi, euh, elle était peut-être présente dans les romans, je me souviens pas, mais en tout cas, elle n'était pas poussée. Elle n'était pas poussée à l'extrême, surtout que voilà, c'est une intrigue, on en parle et puis et puis on l'expédie en cours de route. Et, et aussi un truc qui me déçoit beaucoup, je sais que ça fait un peu fanboy, mais Rochefort. Et je sais que ceux qui ont vu les deux films, Rochefort, ça ne vous dit rien, et c'est normal. Parce que, en gros, c'est le soldat, c'est le type. Ah, attendez. Bon, bah, du coup, là, il va y avoir des spoilers, donc écoutez, revenez à la minute 29 pour ceux qui veulent pas se faire spoiler. Donc Rochefort, c'est celui qui enlève Constance Bonacieux à la fin du premier film. Voilà, c'est celui et déjà donc dans le premier film, il ne parlait jamais. Et donc je me disais bon bah c'est pas grave, dans la suite on lui donnera un rôle plus important. Non, pas du tout. Il dit genre trois mots et il sert encore plus à rien. Il est expédié d'une façon ultra insultante. Et je trouve ça dommage parce que Rochefort, c'était un des personnages qui m'intéressait le plus dans le livre. Parce que c'était un type qui était au service de Richelieu, mais il avait quand même le sens de l'honneur. Il respectait D'Artagnan. C'est-à-dire que quand il se battait contre les mousquetaires, il se battait jamais à 10 contre un.
Et même à la fin, la conclusion de son personnage, c'est D'Artagnan et lui font le duel qui se étaient toujours promis dans les règles. D'Artagnan gagne, mais épargne Rochefort. Et du coup, à partir de là, ils font la paix et oublient leur querelle. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, je trouve un peu dommage que ça ait été expédié pour en faire juste un porte-flingue sans personnalité. Et par contre, l'intrigue de Aramis et de sa sœur Béatrice, ça par contre, elle est ultra sympa. Non seulement elle donne une scène drôle avec Porthos qui essaie de calmer le jeu avant de finalement être ok, c'est moi qui vais le défoncer, mais, euh, mais en plus, Aramis, par rapport au père de l'enfant que Béatrice va avoir, son attitude, c'est genre ok, ça c'est un vrai, parce que c'était un des mousquetaires qu'on avait le moins développé dans le premier. Et, et en gros, quand il veut tuer le père de l'enfant de Béatrice, bah, quand on voit à quel point le père en question est un connard, mais genre vraiment un petit enfoiré de première, moi j'étais en mode oh oui Aramis, toi t'es un vrai, t'es un exemple pour tous les frères, vas-y casse sa gueule à ce petit connard. Hum, mais euh, mais voilà, ça restait quand même un film agréable à regarder, mais comme je disais, les libertés prises m'ont un petit peu dérangé. Par exemple, Milady, on en faisait carrément la victime de absolument tout le monde, alors que juste non. Elle a peut-être été victime de... On peut dire qu'elle a été victime de certains personnages, mais que pendant toute sa vie, ça a été une victime. Toutes les horreurs qu'elle a commises, c'était parce que c'était une victime. Non, non, elle avait quand même le choix pour commettre tout ce qu'elle a fait. Hum, mais, euh, mais voilà, et puis, mais ça arrivait quand même à susciter une bonne émotion, à créer un bon suspense, notamment avec qui complotait contre Louis XIII. Ça vraiment, moi, parce que c'est une intrigue absente des romans, et ça vraiment, moi, je me posais la question, c'était en mode, ah, mais c'est qui là-dessus? L'entretien du mystère était l'entretien du mystère était vraiment réussi. Et aussi, je vais pas dire quoi, mais il y a une scène où un personnage meurt, et je savais déjà que ça allait arriver parce que j'avais lu les romans, donc je m'attendais à cette mort, et pourtant ça a réussi vraiment à me procurer une bonne émotion, donc pour ça, vraiment chapeau. Euh, mais aussi, voilà, et aussi le plus gros problème que j'ai, c'est que à la fois ça se présente comme une conclusion à cette duologie, je sais pas comment ça se dit, mais en même temps ça se termine également par un cliffhanger qui sous-entend qu'il y aura peut-être une suite, et bon, je trouve ça dommage, parce que voilà, c'est vraiment le film, il ne sait pas, ils l'ont fait si ça marche, on fait une suite, et si ça marche pas, ben on s'arrêtera là, mais du coup, dans 10 ans, les gens se demanderont, mais pourquoi ils ont mis un cliffhanger? Donc voilà, il était sympa, il était sympa et vraiment agréable à regarder, mais je l'ai trouvé imparfait. Et puis j'ai aussi des problèmes avec le fait que quand même, euh, autant les décors sont magnifiques, mais les costumes des mousquetaires, vous auriez quand même pu faire un effort. Je veux dire, les costumes de mousquetaires, on pense à des chapeaux avec des plumes, un fleuret cool, un manteau bleu avec une fleur de lys blanche. On s'attend pas à des costumes de paysans. Je sais que c'est pour faire je sais que c'est pour faire plus réaliste, mais dans cette histoire, et surtout quand on voit les libertés prises, nous parlez pas de réalisme, les gens, sérieusement. Toujours dans Bon mais pas assez, oui désolé ça n'en finira jamais, nous avons 3 jours max, la suite de 30 jours max de Tarek Boudali. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié 30 jours max, c'était vraiment un film très drôle et très sympa, mais 3 jours max, j'étais en mode... parce que... bah... Parce que, bah, tout simplement,
je trouvais un petit peu oubliable. C'est que les gags ont pas vraiment marché pour moi. J'ai pas vraiment eu de fou rire. Je souriais, mais voilà, c'était, j'ai pas vraiment ri. Euh, Il y avait des efforts par rapport à certaines choses. On faisait revenir le casting du premier film avec Tarek Boudali qui joue toujours bien. J'ai oublié le nom de son personnage, oui, Ryan. Philippe Lachaud qui est toujours aussi drôle en connard hyper prétentieux qui se croit dans un film hollywoodien mais qui est complètement incompétent. Julien Arruti, toujours dans son rôle de Latar. Oui, Philippe Lachaud c'est Tony et Julien Arruti dans son rôle de Pierre. Et pas dans son rôle de Pierre, en fait, dans le rôle qui tient dans tous les films de la bande à Fifi, à savoir l'attardé qui comprend absolument rien. Et il y avait des gags qui marchaient. Par exemple, il y en avait un, je vais te tuer, pas tant que je serai, je vais te tuer, pas tant que je serai vivant. Mais, euh, mais en fait, le truc, c'est que je pense que ça force trop le fait qu'on doive savoir que tel truc fait allusion à tel truc. Par exemple, Sonia, elle dit en boucle à Tony, tu vois? Après avoir cassé des gueules, elle dit en boucle à Tony, tu vois? T'as pas de raison d'être machiste. En fait, je l'avais compris. C'est-à-dire que j'ai compris que Tony était pas vraiment montré comme un modèle. Il n'y a pas besoin de le dire. Et aussi, il y a toute une scène où c'est juste, où c'est tellement une compilation de références à Indiana Jones que même quelqu'un qui n'a vu aucun Indiana Jones comprend que c'est une référence à Indiana Jones. Mais quand même, il faut rajouter un dialogue avec Ryan qui dit ah, je croyais, ah, j'ai pas de chapeau, on n'est pas dans Indiana Jones. Ouais, ça gâche un peu la référence de dire une référence que de dire que c'est une référence alors que la référence était déjà trop évidente. Et aussi, Elodie Fontan, je me dis, et qu'est-ce qu'elle fout là? Je veux dire, son personnage, c'est une sorte, on le montre comme une sorte de tueuse ultra complètement tarée. Et puis à la fin, c'est une flic. C'est. J'ai pas compris. En plus, j'ai vraiment pas compris l'intérêt de son personnage. Il était complètement oubliable et incohérent. C'était genre, on ne savait pas du tout ce qu'elle foutait là. Si c'est une flic, on sait pas du tout pourquoi elle était aussi agressive avec les personnages principaux. Euh, voilà. Il y a une continuité sympa, par exemple, où on revoit le rat, qui est toujours aussi bien joué par José Garcia. Hmm, et voilà, c'est sympa. C'était pas le pire film, c'était pas un mauvais film, mais voilà, je trouve qu'il était un petit peu oubliable quand même. Toujours dans la catégorie bon mais pas assez. Bon, là, cette fois, il n'y en a plus que trois avant de vraiment commencer la vidéo. Je suis vraiment désolé. Donc, nous avons donc Blue Beetle. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film pour pour vraiment tous les risques qu'il a pris. C'était vraiment un film très sympa. Le costume, les scènes d'action sont créatives, les personnages sont attachants, le commentaire social est pertinent. Ils osent vraiment des trucs. Ils restent pas dans la zone de confort du film de super-héros qui est juste une compilation d'humour bateau qui ne prend aucun risque. C'est voilà, c'est vraiment ils ont osé des scènes d'émotion. Moi, il y avait une scène, je m'y attendais pas du tout parce que je pensais pas du tout oseraient aller jusque là. Mais en fait, voilà, c'était très bien. Il y a une très bonne créativité visuelle. Les effets spéciaux étaient très bien faits. Ils étaient mille fois mieux que ceux de The Flash, ce qui est quand même ironique quand on sait que Flash, son costume, ce serait facile de faire un costume normal alors que Blue Beetle, bah, par définition, forcément ça va être un truc créé. Et pourtant, le costume de Blue Beetle faisait beaucoup plus authentique que celui de Flash, c'est quand même un comble. Les acteurs jouent bien.
C'est très fun, il y a des gags qui sont très drôles, surtout notamment avec la grand-mère. La méchante est cool. Il y a une bonne interrogation du genre super-héroïque. Je sais que j'accélère, mais là c'est surtout parce que je sais que c'est plus possible et que vous en pouvez plus. Euh, donc, euh, donc franchement, oui, il était très bien et honnêtement, je dis oui. Moi perso, je dis oui à une suite, vraiment. Et aussi vraiment regarder jusqu'à la fin du film la deuxième scène post-générique parce que vous verrez que elle change absolument tout dans le DCU. Quand je suis allé voir deux fois le film, une fois tout seul et une fois avec l'aventurier masqué, et justement je l'ai convaincu de rester en lui expliquant que justement cette scène allait tout changer pour le DCU. Croyez-moi, il n'a pas été déçu, donc vraiment restez bien jusqu'au bout. Ensuite, toujours dans les films DCU, Aquaman et le Royaume perdu. Là aussi, j'accélère, je suis désolée, mais donc voilà, aussi film très sympa. J'ai une petite préférence pour Blue Beetle parce que je trouve qu'il ose quand même un peu plus, mais il était dans la bonne continuité. Mais celui-là était dans la bonne continuité du premier. Il arrivait à associer l'humour et l'action fun à l'ambiance mythologique et solennelle. Voilà, c'était toujours très agréable à regarder. Les personnages étaient intéressants. Black Manta, j'étais un peu dubitatif à l'idée qu'il devienne le méchant principal, parce que je savais que c'était surtout pour coller aux comics, mais pour moi, vu comment il était dans le premier Aquaman, il était plus parti pour être un méchant secondaire de la même façon que par exemple le Rhino dans The Amazing Spider-Man 2. Mais finalement, ils ont réussi, voilà. Hum, On conserve la dimension mythologique sans en faire des caisses. Orm, euh, aussi, bon, l'alliance Aquaman avec Orm, ça saute tellement aux yeux que c'est genre Thor et Loki, que t'as vraiment Aquaman qui appelle Orm Loki. C'est genre, c'est genre, ça te montre à quel point ils sont conscients que c'est exactement le même truc. Et d'un côté, et donc d'un côté, voilà, cette référence m'énerve tant voilà, ça confirme qu'ils savent qu'ils sont pas originaux, mais en même temps, ça me fait plaisir parce que du coup, comme Aquaman cite Loki comme une référence de la culture pop, ça veut dire que dans le DCU, les films du MCU sont des films, et que du coup, jamais le MCU et le DCU ne pourront se voir reliés. C'est-à-dire que jamais on pourra avoir des personnages du DCU dans les films du MCU. Et ça, c'est très bien parce que le truc de crossover, oh là là, l'idée catastrophique. Donc voilà, c'est bien. Surtout en cette période où on commence à nous promettre genre les mutants dans le MCU, s'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en supplie. Euh, donc ça fait plaisir de confirmer que le MCU et le DCU ont une barrière. Et c'est vrai que voilà, l'alliance Arthur et Orm, quand ils songent, c'est un peu Thor le monde des ténèbres, mais en mille fois mieux. Voilà. Ce film est ce qu'aurait pu être Thor le monde des ténèbres. Et, et voilà, et donc c'est très agréable à regarder, très sympa. Bon, il y a le problème que Amber Heard soit dans ce film et bah j'étais allé voir ce film parce que je savais que le boycotter juste pour Amber Heard ne changerait absolument rien. Mais et donc j'ai essayé d'ignorer le fait que Amber Heard serait dans ce film. Je me disais bon allez on la verra juste dans une scène de 3 minutes et ce sera plié. Mais putain, elle a quand même arrivé à me faire péter un câble. Bah déjà parce que j'ai appris que si elle était dans ce film, c'était à cause de ce connard d'Elon Musk. Donc la pipe qu'elle lui a fait dans un ascenseur a convaincu en gros Elon Musk de faire pression sur Warner pour qu'il lui permette d'être dans le film. Comme quoi, voilà, comme quoi si vous vous demandez si ça existe encore des actrices qui sont juste prises pour la taille de leur sein et pas pour leur talent, bah vous avez la réponse.
Ouais, voilà. Déjà, on sait que c'est à cause de ce connard d'Elon Musk qu'on l'a. Et donc, si au moins on pouvait en faire un truc bien, non. C'est-à-dire que là, maintenant, Mira, c'est devenu un personnage parfait. C'est-à-dire, toutes les scènes d'action où elle défonce tout le monde. Mais genre, il n'y a aucune scène d'action où elle est en difficulté. Limite, Aquaman avec le trident d'Atlan, il est moins fort qu'elle. C'est genre, c'est genre Amber Heard. Continue de nous faire chier à être dans un film après avoir pourri la carrière de Johnny Depp. C'est déjà suffisant. Tu pourrais au moins avoir la décence, tu vois, de te faire discrète. N'apparaître que dans 2 minutes. Pas, tu vois, d'être dans le film avec des scènes de remplissage, avec des scènes d'action de remplissage inutiles pour montrer que t'es plus forte que tout le monde. Donc, d'autant plus que dans ce film, il y a un acteur qui n'y est pas, je vous dirai pas lequel, je vous dirai pas lequel parce que je sais même pas pourquoi est-ce qu'on l'a pas, alors qu'en plus c'était un personnage qui était limite plus important dans le premier que Mera. Donc voilà, ça m'a pas gâché le plaisir, mais voilà, Amber Heard, vraiment, ça m'a emmerdé de la voir. Et aussi le truc de la promotion du fait de manger des cafards. J'ai pas vraiment compris l'intérêt, je sais pas, surtout que quand il les mange, c'est vraiment, il les mange vivants. Donc non seulement c'est dégueu, mais en plus c'est vraiment cruel quand ils sont. J'ai pas compris. Bon, et enfin le dernier, les films bons, mais pas assez. Donc, Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Parce que quand je suis allé le voir, quand je l'ai vu, j'y étais sorti avec l'idée que c'était de la merde, mais mes parents qui ont beaucoup aimé m'ont fait ouvrir les yeux et ont fait non. C'est euh, c'est un film vraiment sympa. C'est vraiment, on voit que Guillaume Canet l'a fait en tant que fan d'Astérix. Et tous ceux qui se plaignent des références à la modernité dans ce film, déjà, les Astérix de René Goscinny faisaient eux-mêmes des références à la vie moderne de l'époque. Goudurix qui était une représentation des 68 arts, et Léonardus qui était une représentation du théâtre moderne, le domaine des dieux qui était une représentation de l'urbanisation, Saugrenus qui était une représentation des commerçants, des jeunes qui faisaient des études de commerce. Voilà, et aussi ceux qui les comparent à Mission Cléopâtre, arrêtez. Mission Cléopâtre, faut vraiment dire les mots. Mission Cléopâtre, les gens l'aiment autant, pas parce que c'est un film Astérix génial, mais parce que c'est un film très sain. C'est un film nostalgique du début des années 2000 qui nous rappelle, euh, qui nous plonge dans une bonne ambiance début des années 2000. Donc oui, Mission Cléopâtre, on l'aime surtout parce que c'est une ambiance début des années 2000 nostalgique, mais voilà, il est surestimé. Et celui-là, il essaye des trucs avec Astérix qui se remet en question, qui fait un complexe, un peu comme le passait pendant le confinement, ou même créer des gags drôles sur la masculinité toxique, notamment avec Jules César, son invasion de la Chine. C'est juste pour pouvoir impressionner Cléopâtre. Et voilà, je vais pas en parler plus, je vais pas en parler plus parce que là ça va faire presque 1 heure que j'ai même pas commencé la vidéo, mais mais voilà, si vous avez besoin, euh, si vous voulez en savoir plus dans les commentaires, n'hésitez pas à me demander ou je développerai, mais voilà, on va enfin passer à la vidéo, désolé d'avoir mis autant de temps, et donc le numéro 10, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors, il faut savoir que quand la bande-annonce était sortie au cinéma, moi, je n'avais vu aucun Indiana Jones. Et comme je savais que ça allait être une conclusion, que dans tous les cas, je déteste voir un film, voir directement une suite, j'ai regardé les 4 premiers, que j'ai tous vraiment aimés, et celui-là n'a pas fait une exception à la règle. C'était ils ont réussi l'exploit de Harrison Ford, qui a presque 80 ans.
ils ont réussi quand même à arriver à continuer à en faire un bon Indiana Jones euh, sans devoir, sans que ça soit évident que ce soit une doublure ou des trucs d'image de synthèse. C'est-à-dire que les cascades d'Indiana Jones sont un petit peu allégées par rapport au premier, mais ça reste quand même très fun. Et ça, c'était vraiment un bon talent parce que c'est vraiment très compliqué d'arriver à faire des scènes d'action créatives avec un vieux personnage sans que ça saute aux yeux que ce soit du toc. Et c'était une très bonne conclusion. Parce que oui, là, c'est vraiment une fin à l'histoire et ça a été une conclusion très bonne. Vraiment, je ne pouvais pas attendre mieux. C'était, voilà, on voyait vraiment que le réalisateur, c'était un fan d'Indiana Jones. Et, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il ait mis autant de passion dans son truc. Parce que voilà, vraiment, on le ressent. Pour moi, c'est une très, très bonne conclusion. Je dois avouer qu'au début, j'avais un petit peu de mal à entrer dans l'histoire. Parce que j'avais un peu de mal à entrer dans l'histoire. Mais en vrai, c'était vraiment très, très bien. Vraiment, je trouve très bonne conclusion à la saga. Numéro 9, Second Tour. Alors, Second Tour est un film réalisé par Albert Dupontel, qui a également fait Adieu les cons. Et Adieu les cons, il faut savoir que je le considère comme le meilleur film de 2020. Alors, certes, pour des raisons évidentes, il n'avait pas énormément de concurrence, mais quand même. Donc, j'étais allé voir ce film avec impatience. C'était vraiment. Ça va être un nouveau Adieu les cons, parce que Adieu les cons, c'était vraiment un film formidable. Et je dois avouer que j'ai pas eu la même implication émotionnelle dans ce film que dans Adieu les cons. Euh, Parce que Adieu les cons, c'était une interrogation plus sur la sur la superficialité de la société, l'égoïsme, le fait qu'on croit plus en l'amour, qu'on se force à rester enfermé dans des trucs matériels, qu'on n'ait qu'on n'ait plus aucune compassion pour qui que ce soit. Et ça, c'était la corruption de la politique. Et c'est moins un sujet auquel j'accroche. C'est un sujet auquel j'accroche moins facilement. Et faut avouer, c'était très bien comme film, hein. Les acteurs jouaient tous très bien. Mais je dois avouer, c'est vrai que Cécile de France, elle parvient pas à, à créer autant d'attachement. Et je n'ai pas autant d'attachement pour Cécile de France que pour Virginie Efira. Nicolas Marié, lui, joue toujours aussi bien. Il jouait un aveugle qui est un personnage tellement bien dans Adieu les cons que même 3 ans après avoir vu le film, parce que j'ai vu en tout le film deux fois. Je l'ai vu quand il était allé au cinéma, d'ailleurs merci l'aventurier masqué de me l'avoir fait découvrir. Et puis je l'ai vu pendant les dernières vacances de Noël. Et je me souvenais encore de sa réplique, un handicapé ne va pas en prison. Et là il se mène en un photographe et il est toujours aussi drôle, il est toujours aussi talentueux. Donc voilà, c'est un film très qualitatif, mais je dois avouer que j'ai pas ressenti autant d'émotion que dans Adieu les cons. Mais il y a eu un caméo auquel je m'attendais pas du tout. Et j'ai tellement explosé de rire. C'est vraiment un caméo de 3 secondes, mais c'était absolument unique. Numéro 8, nous avons La vie pour de vrai. Donc un film de Danny Boone où il joue quelqu'un, un quarantenaire qui a grandi, qui a passé toute sa vie je sais plus, attends, au Club Med, voilà, et qui arrive à Paris, et qui il rencontre son demi-frère, Cadmerat, qui est un parfait parisien, et il y découvre, voilà, et il y découvre un environnement où, en gros, être gentil et souriant, c'est considéré comme bizarre. Et le genre de film français que j'aime beaucoup. C'était dans le même esprit que les choses simples,
Mais là, je trouve que ça allait quand même plus loin et que c'était encore plus humain. Parce que dans la vie pour parce que dans les choses simples, ce qui me bloquait, c'était que euh, le paysan, il était devenu un petit peu cynique par rapport à tout ça. Là où Danny Boone, il joue un personnage très attachant, tu vois, qui a, qui en gros a la naïveté d'un enfant. Il n'est pas débile, hein, mais il a une grande candeur. Et quand il voit à quel point les gens, la société moderne, les gens se forcent dans l'égoïsme, la superficialité, dans le fait de plus être heureux, bah, il essaie d'améliorer ça à son échelle. Et ça j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est très pertinent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, être vraiment heureux, être souriant, dire bonjour, être amical avec des gens qu'on connaît pas. Aujourd'hui, on a l'impression, aujourd'hui, ça paraît presque chelou. Et, et voilà, et c'est beau. Et Cadmerade joue aussi très bien. Et tous les acteurs jouent très bien. Cadmerade joue très bien son rôle de Parisien. À la fois, c'est un énorme connard, et en même temps, t'as un peu de peine pour lui parce que tu sais que voilà, il, il a perdu espoir et que du coup il essaie de se conformer à ce système même en sachant, même en admettant, même en disant carrément bah oui on n'a pas, il faut pas sourire, c'est impoli. Non, on n'est pas dans une vidéo du rire jaune, non. Et, euh, et voilà, c'était vraiment un film très agréable à regarder, puis en plus qui était drôle, parce il y avait vraiment des gags qui marchaient, notamment Cadmerade avec, qui avait un fils complètement taré qui voulait tout le temps lui casser la gueule. C'était c'était vraiment très sympa comme film, c'est le genre de film français très agréable à regarder. Numéro 7, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, je m'attendais à un film complètement débile, avec des gags faciles, qui disaient clairement, oui, oui, on sait que ce qu'on fait, c'est de la merde, et c'est en fait beaucoup trop bien, mais vraiment, c'était... j'ai juste kiffé, c'était très drôle, même les scènes, même les gags qui dans la bande-annonce m'ont fait pas du tout rire, bah, ils me faisaient beaucoup rire parce que... dans, parce que dans la bande-annonce, en gros, t'as Ed, donc joué par Chris Pine, qui expose son plan. Et là, t'as Beverly dans ça qui lui dit tu fais des plans qui foirent. Et Olga qui dit et il joue aussi du luth. Et Ed qui dit c'est pas le sujet. Et je pense que c'était parce que le ton était mal donné et que aussi le rythme était mal mis dans la bande-annonce. Et c'était pour ça que c'était pas drôle dans la bande-annonce, mais dans le film c'était vraiment hilarant parce que c'était vraiment Ed qui exposait un plan très long et Beverly qui lui dit attends mais ton plan en fait tu l'es fait en s'attendant à ce qu'il foire. Et donc Ed dit oh non non pas du tout. Helga qui dit et il se joue aussi du luth et Ed qui dit très rapidement aucun rapport et il passe à autre chose. Et c'est super drôle parce qu'en plus c'est vrai c'est genre c'est quoi le putain de rapport et c'est très drôle et en plus et ensuite la scène où justement après enfin beaucoup plus tard dans le film Ed nous montre effectivement qu'il joue du luth, elle était juste absolument hilarante parce qu'on voit à quel point Chris Pine s'éclate dans ce film et voilà, et ça ressort vraiment bien, c'était vraiment très drôle. Tous les acteurs sont à fond, les décors sont très bien, les effets spéciaux sont impressionnants, et les scènes d'action, mais elles sont magnifiques, elles sont juste beaucoup trop fun, hein. C'était vraiment, il y avait certaines scènes d'action, elles avaient un niveau de qualité proche du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Vraiment à ce point. Hum, C'était, j'ai vraiment que deux problèmes dans ce film. C'était que la thématique sur le fait de vouloir ramener quelqu'un à la vie, je trouve qu'à la fin, elle est un peu trahie. Et aussi Beverly dans ça.
qui en gros repousse le fils de Will Smith, Jaden Smith, non pas ça, non, je sais plus comment il s'appelle, le fils de Will Smith qui la drague parce qu'elle trouve qu'il a pas assez confiance en lui. Sauf que repousser quelqu'un qui, parce que ce dernier n'a pas confiance en lui, ça va pas vraiment lui donner confiance en lui en fait. Mais à part ça, vraiment, le film était super. Et je suis vraiment triste qu'il ait été un échec au box-office parce que c'était hyper sympa, hyper serviable, hyper agréable. Et vraiment, je croise les doigts pour qu'on puisse avoir une suite. Pour qu'on puisse avoir une suite. C'était vraiment de l'or. Numéro 6, Alibi.com 2. Alors, il faut savoir que moi, je suis un peu plus modéré que les autres par rapport aux films de la bande à Fifi. Les films me font rire, mais je trouve qu'on en fait un peu trop des caisses là-dessus. Mais Alibi.com 2, c'est le film de la bande à Fifi qui m'a fait le plus rire. Au début, je pensais, voilà, que ça allait être, que j'allais être devant ce film un peu comme je le suis devant les autres films de la bande à Fifi, c'est-à-dire je rigole, occasionnellement il y a une ou deux scènes où j'ai un fou rire, mais c'est tout. Euh, donc ça pendant les 10 premières minutes du film. Puis t'as une scène où déjà j'ai eu un énorme fou rire, et après, c'est ça s'arrêtait plus. Ça faisait une éternité que j'avais plus autant ri devant un film. C'était vraiment un moment où je devenais rouge. Je pouvais plus m'arrêter. J'avais du mal à respirer. J'étais en pleine crise de fou rire. Et d'ailleurs, toute la salle aussi, hein. Donc, c'était vraiment très agréable parce que c'était pas juste j'étais dans mon délire. C'était vraiment, on passait tous un super moment ensemble. Euh, bon, moi, alors pourtant, moi, c'était pas des conditions propices au rire parce qu'à côté de moi, il y avait des enfants, j'ai envie de dire, des enfants qui vont voir des films de la bande à Fifi. Je suis pas sûre que c'est vraiment un humour pour eux. Et notamment, à chaque fois que je riais, t'avais une gamine qui me foudroyait du regard en mode t'as pas le droit de rire devant une comédie pour qui tu te prends. Mais malgré tout, je me tapais des barres, c'était juste. C'est vraiment hilarant. À chaque fois que je pensais qu'ils avaient fait. À chaque fois que je pensais qu'ils pouvaient pas aller plus loin dans le truc, ils allaient plus loin. C'était aussi ça le truc, c'est que dans les situations burlesques, ils vont à fond dans le truc. Vraiment, ils ont aucune limite. C'est absolument hilarant. Maintenant, nous allons passer dans les 5 meilleurs films de 2023. Et là, je vais vous parler pour le numéro 5 d'un film. Et bah, je suis surpris, mais en même temps très heureux de le mettre dans ce top. Numéro 5, Wish, Achat et la bonne étoile. Oui, j'étais pas du tout confiant par rapport à ce film, surtout avec les critiques que j'avais vues. Mais c'était génial. Mais j'ai juste kiffé, mais c'était juste beaucoup trop bien. C'était juste la meilleure façon de fêter les 100 ans de la Walt Disney Company. C'était extraordinaire. C'était l'animation. L'animation était arrivée à être sublime par moments. Les personnages étaient attachants. Je m'attachais vraiment à Asha. Magnifico, c'était vraiment un méchant, mais juste génial. C'était le meilleur. C'était vraiment un méchant Disney au niveau des classiques, au niveau des méchants des années 90, vous voyez les méchants du genre Scar, Jafar. Il était vraiment à ce même niveau de qualité, c'est-à-dire un méchant ultra fun, mais qui arrive à être terrifiant par moments. Moi, il me faisait pas peur, mais il arrivait quand même à être impressionnant dans des scènes. C'était un méchant vraiment parfait. Et même les chansons étaient géniales. Rien que là. Moi d'habitude, les chansons Disney, je suis pas vraiment en mode là 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 là. Surtout que bon, là j'étais au cinéma, donc voilà, évidemment, je me contenais. Mais même à la fin de la première chanson, je faisais d'une façon très discrète, je faisais.
Bienvenue à nanana. Alors oui, c'est sûrement pas du tout la mélodie qu'on voit dans le film, mais en même temps, j'ai une très mauvaise mémoire pour me souvenir des musiques dans les films. Il faut que j'ai vu les films des tas de fois pour me souvenir de leur musique, même quand leur musique est mémorable dès le début. Et les chansons étaient géniales. Il y avait même une chanson, euh, je souhaite qu'un jour le monde soit de nouveau heureux. Alors, je sais, je le chante très mal, mais moi, c'était toujours discrètement. Donc, j'arrête avec les toujours discrètement. Mais voilà, vous comprenez, je chantais pas, mais j'étais, je souhaite qu'un jour le monde soit toujours, soit de nouveau. Voilà, c'était un murmure, mais quand même, c'était, non, 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 je souhaite. Et même à un moment, je me disais, bon, ok, non, bon, là, ils abusent quand même, pas une chanson à ce moment-là. Et quand j'ai compris l'intérêt de cette chanson, le sens que ça avait, je me suis dit, ok, ce sont définitivement des génies, parce que il y a un moment, c'était vraiment le moment où je pensais que c'était le pire moment pour nous faire une chanson, et en fait, non, parce que c'était une chanson qui non seulement montrait ce que Disney est censé nous inspirer, mais aussi c'était, je vais pas spoiler, mais dès que j'ai compris ce que cette chanson voulait vraiment dire, et que c'était pas juste un passage musical pour combler les disques de karaoké des filles, c'était toujours en murmurant, était je chantais le truc, hum, c'était waouh. Les personnages, comme je l'ai dit, sont très bien faits. Et c'était vraiment que demander de plus. Vraiment, euh, mes enfants, je les ferai grandir avec Oui, Chacha et la bonne étoile. Il n'y a pas beaucoup de Disney. Je les ferai pas grandir avec Élémentaire, mais je les ferai grandir avec Oui, Chacha et la bonne étoile sans aucun souci parce que c'est vraiment un retour à la pureté des Disney, à la magie à la magie que ça nous inspire, vraiment à l'innocence. Euh, au, euh, au fait de croire à l'accès, à la fois au fait de croire en la magie du cinéma et de l'animation et tout. Et vraiment, c'était la meilleure façon de célébrer les 100 ans de la Walt Disney Company. Et j'avoue, j'étais un peu craintive pour l'avenir de Disney, mais grâce à ce film, de nouveau, ma foi en Disney est renforcée. Bon, ma foi, vous comprenez quoi. Mais donc vraiment, Disney, suivez cette voie. Continuez, vous pouvez revenir de nouveau à un âge d'or. Vous avez pas, parce que leurs derniers films, c'était des films de plus en plus expéditifs, qui sortaient surtout pour combler pour remplir un calendrier, allez, 2 films Disney par an. Mais vraiment, prenez votre temps. L'essentiel, c'est que ce soit aussi qualitatif que ce film. Et vraiment, et vraiment, regardez le générique de fin jusqu'au bout. Parce que il n'y a pas de scène post-générique qui promet une suite, parce que ce film n'en a pas besoin, il ne doit surtout pas en avoir. Euh, mais regardez, parce que il y a une petite scène, il y a une petite scène, elle est toute simple, mais elle est merveilleuse. C'était vraiment quand le générique de fin était allé, moi je l'ai regardé vraiment mais parce que aussi c'était une bonne façon de faire une rétrospective. J'avais un immense sourire aux lèvres tellement j'étais oh ça fait tellement du bien, oh, ça fait tellement du bien qu'ils aient pu sortir un truc aussi bien. Et là, il y a eu cette scène toute courte. Et là, je vous dis, le fan de Disney qui était en moi, j'étais aux anges. Vraiment, vraiment, c'était ce film. Quand je l'ai vu à nouveau, je suis redevenu. Ça m'a montré que voilà, je pensais que si je commençais à ne pas aimer certains films Disney, c'était parce que j'avais perdu l'âme d'enfant que ces films nous inspirent. Mais non, ce film m'a permis de la réveiller, donc merci Disney et continuez comme ça. Numéro 4, les amis, ça vous dit d'écouter une petite musique?
Eh oui, numéro 4, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc, il faut, il faut savoir que le premier Gardien de la Galaxie, je l'ai aimé, mais j'étais pas un immense fan. J'ai vu le deuxième, et je sais que je dois être à peu près le seul être sur Terre à avoir cet avis, mais je considère le Gardien de la Galaxie volume 2 comme le meilleur film du MCU. Euh, et donc, je suis allé voir ce film avec beaucoup d'optimisme, et j'ai pas été déçu. C'est Je vais rien vous dire parce que j'ai pas envie de vous gâcher le truc, mais vraiment, regardez-le. Achetez le DVD, regardez-le. Et l'aventurier masqué le considère, je crois, comme le meilleur film du MCU, et je le comprends. Je partage pas cet avis, mais je le comprends. C'était une façon, C'était la plus belle façon de nous donner une bonne conclusion et, euh, et de dire au revoir à ces chers mercenaires. Tous les personnages sont bien développés, les acteurs sont à fond, le méchant, non mais le maître de l'évolution, un méchant pour les gardiens de la galaxie était meilleur que Kang, qui était censé être le nouveau Thanos. Le pire, c'est que enfin ils assument que c'est un connard. Il y a même un dialogue de Star-Lord qui est définitivement un de mes dialogues préférés du MCU, où il lui dit, où en gros le maître de l'évolution commence à dire si je fais tout ça c'est parce que Star-Lord lui dit bon arrêtez, je commence à en avoir marre de ces méchants qui à cause de leur impuissance ont besoin de justifier le fait d'être d'énormes connards. Et moi j'ai dit, tiens, je fais pour toi, Kang. Et je fais pour toi, Kang, et pour ta motivation à 2 balles. C'était, C'était très touchant, c'était extrêmement drôle. Tous les gardiens sont développés. C'est, voilà, ça m'a vraiment permis de devenir amoureux de Come and Get Your Love. De la même façon que Rick et Morty me permet de devenir amoureux de The Damage Coda. Donc, regardez-le. Vraiment, regardez-le. Numéro 3, La Syndicaliste. C'est un film français avec Isabelle Huppert qui, en gros, est inspiré d'une histoire vraie d'une syndicaliste d'EDF en 2011 à qui qu'on a essayé de faire taire par tous les moyens et notamment des moyens particulièrement horribles. Et c'était un film, mais c'était pour moi un de ces chocs. Je m'attendais tellement pas à un truc aussi bien. C'était c'était vraiment c'est ça montrait que un film français peut avoir une ambiance glauque et, et là c'était parfaitement joué. Comme d'habitude, comme dans tous ces films, Isabelle Huppert joue super bien. Euh, et vraiment, on est plongé dans l'ambiance anxiogène. On a peur, on sent l'enfermement. Et c'est là qu'on se dit que oui, les histoires de mafia, les histoires de groupes sur lesquels on n'a pas intérêt à dire quelque chose si on veut pas que notre vie soit foutue en l'air, bah on pensait que ça existe plus depuis 50 ans, mais en fait, c'est pas de la même façon aujourd'hui, mais il y a toujours des histoires effectivement de trucs sur lesquels des gens se sont mêlés et ça a fait de leur vie un enfer. Et on sent vraiment l'ambiance anxiogène de Isabelle Huppert. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment un moment où moi je me suis posé la question, attends, mais mais est-ce que ce serait pas elle qui aurait pété les plombs? Et, euh, et donc, et d'ailleurs, et d'ailleurs, c'était vraiment très bien fait. C'était très, très, très bien. C'était vraiment juste, voilà, juste regardez-le. Je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler, mais vraiment, regardez-le. Ce genre de thriller français mérite d'être davantage considéré. Regardez-le. Bon, donc maintenant, on en est aux 2 premiers, et ceux qui regardent mes vidéos savent d'avance lesquels ce seront, donc, mais quand même. Numéro 2. À nouveau, pour ce numéro 2, j'aimerais vous faire écouter une musique. Bon,
Oui, je sais, c'est pas le thème principal, mais je pense que vous avez commencé à comprendre que j'aime plutôt assez bien le personnage dont ce thème, pardon, le personnage dont c'est le thème. Et donc, ouais, c'était, wow, Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est, je pense que c'est le meilleur film Spider-Man et il n'est pas venu à dépasser les films de Sam Raimi. C'est l'animation est époustouflante, le travail fait est dingue. Quand tu vois ça et que tu te dis que les gens qui ont fait ça, ils ont un salaire de merde. Non mais c'est limite si tu déménages pas aux États-Unis juste pour rejoindre la grève à Hollywood, hein. Euh, L'histoire est brillante, les personnages sont tous ultra bien établis. Les personnages qu'on connaît déjà, on arrive à nouveau à les développer d'une façon différente, mais tout aussi brillante. Et les nouveaux, c'est de, euh, c'est de l'or pur. Bon, Miguel, comme je l'ai dit, Miguel, comme bon, j'ai pas arrêté de le dire, Jesse, je dois avouer que je suis pas fan, mais je pense que dans la suite, on pourra le plus la développer. Obi qui est juste hilarant parce qu'il représente genre tellement la pensée des non-conformistes et genre je ne suis pas je suis anti-conformiste, mais je suis une pensée conformiste parce que c'est une forme de non-conformiste d'être conformiste afin de ne pas être non-conformiste. C'est c'est juste, c'est juste hilarant. Pas vitre est sympa. Le Pete Gwen est bien développé aussi. Miles est toujours attachant et cool. Non, Gwen, j'ai déjà dit. Peter, il est juste génial. C'est genre. Et il est genre. Papa, c'était vraiment. Je sais que je fais vraiment cœur d'artichaut, mais voir Mayday là qui accompagne papa au travail, j'étais en mode oh, c'est trop mignon, c'est juste adorable. Euh, voilà. L'attache qui est un méchant, je dois avouer que sur le papier j'étais en mode quoi? Ça c'est le méchant principal. Mais en fait ils sont parvenus à en faire un truc très bien. Et je pense que dans la suite, vraiment, ils vont faire un truc de ouf. Je pense qu'ils peuvent parvenir, ils peuvent réussir à faire à ce que ils peuvent parvenir à faire avec la tâche un truc absolument génialissime, vraiment. Ce qu'ils ont fait dans ce film déjà est super bien, mais alors dans la suite, je compte sur eux pour avoir un truc incroyable. Et bon, comme vous, oui, j'ai la rage que la suite risque de sortir plus tard que prévu, mais dites-vous que dans la mesure où elle serait reportée, ce serait pour que le troisième Spider-Man New Generation soit du même niveau de qualité. Donc les gars, ça vaut le coup d'être patient, non? Donc voilà, j'adore parce que aussi ce film, c'est vraiment la preuve ultime pour tous les snobs que un film de super-héros peut être incroyable, un dessin animé peut être incroyable et un film animé de super-héros peut être incroyable. Numéro un, bon vous savez tous lequel c'est. Mais avant, une nouvelle fois, je vais vous faire écouter cette musique. Mais là vraiment juste posez-vous et écoutez, parce que les deux musiques que je vous ai fait écouter étaient incroyables, mais celle que je vais vous faire écouter, bah, si elle était sortie il y a 300 ans, aujourd'hui ça aurait été considéré comme du Mozart ou du Beethoven. Numéro un, Oppenheimer. Eh oui. Rien qu'en écoutant cette musique, je commence à me souvenir à quel point ce film est. Et j'ai des flashbacks de ce film que j'ai vu deux fois, mais que je pense j'oublierai jamais.
C'était waouh. Christopher Nolan nous a prouvé une bonne fois pour toutes que c'est un nouveau grand réalisateur. Moi, je le savais déjà. Voir les trois Batman qu'il a fait m'ont suffi à le savoir. Inception me l'a confirmé. J'ai pas vu Interstellar. Et, j'avais vu voilà que ces cinq films, mais ça m'a suffi. Et là, alors là, il a rappelé au monde entier que effectivement, aujourd'hui, c'était encore possible d'avoir de nouveaux grands réalisateurs, que lui-même est un nouveau grand réalisateur. C'est je sais, je sais, là, je parais ridicule parce que je suis beaucoup trop solennel. Et c'était, voilà, les mots me manquent. En vrai, regardez ma vidéo de Oppenheimer versus Spider-Man Cross the Spider-Verse parce que là, je vous donne un avis plus explicite sur pourquoi Oppenheimer est incroyable. Mais voilà, vraiment, tout est parfait dans ce film. Les acteurs sont brillantissimes. Une mention spéciale à Robert Downey Jr. qui, genre, c'est un excellent acteur, hein, et il a livré une performance phénoménale avec Iron Man, mais j'avais peur qu'il parvienne pas à se détacher de ce rôle. Et là, bah, si. Et quand il s'en détache, même en jouant un rôle complètement différent, il peut t'offrir un truc de incroyable. La musique, bah voilà. Je vous en ai fait écouter un extrait, enfin, et pourtant je sais que derrière votre écran, vous aviez un immense sourire et vous étiez déjà très ému. La musique, c'était, voilà. Les Oscars en général, c'est de la merde pour mille et une raisons. Mais dans un monde où ça aurait un sens, ça devrait être Oscar, meilleur acteur, meilleur scénario, meilleure musique, meilleure histoire, meilleure réalisation, meilleur effet visuel, meilleur effet sonore, meilleur tout en fait. C'est la créativité visuelle de ce film, c'est oh là là. Mais c'était, j'ai vu deux fois le film. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était à peu près une semaine, même pas une semaine après mon premier visionnage. Et une fois de plus, j'étais impressionné. C'est quand même pour vous dire le level, hein. C'est... Franchement, je plains ceux qui n'ont pas fait l'effort d'aller le voir au cinéma et qui l'ont regardé sur un site de téléchargement illégal avec une qualité visuelle pourrie parce que c'était genre l'une des plus c'était c'est vraiment facilement une des meilleures expériences cinématographiques que j'ai vécues de toute ma vie. C'est vraiment ce film, il n'y a que deux solutions. Tu peux le voir soit au cinéma, soit devant une télé avec un DVD. Tu peux pas le regarder sur ton ordinateur avec d'autres onglets ouverts. C'est juste pas possible. C'est vraiment un chef-d'œuvre, un rappel de pourquoi le cinéma c'est incroyable, un rappel de pourquoi Christopher Nolan est un grand réalisateur, et aussi un rappel de quand même s'interroger quand même un peu sur l'humanité quand tu te dis que ça, on te compare sérieusement à Barbie pour savoir quel est le meilleur film. Je n'ai pas de commentaire à faire. Il vaut mieux pas, sinon je vais de nouveau péter un câble. Mais donc, oui, c'est juste, rien que d'y penser, je suis impressionnée. Ça me crée une émotion. C'était, je m'attendais à un chef-d'œuvre, je m'attendais à un truc excellent. Je m'attendais pas à un chef-d'œuvre qui mérite sur 20, je lui donne, bon allez, sur 20, on va lui donner 42 parce qu'on est sévère. C'est, regardez-le. Juste j'ai deux mots à dire. Regardez-le. Donc voilà, voilà ma vidéo sur les meilleurs films de 2023. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc désolé qu'elle ait été aussi longue et désolé d'avoir mis autant de temps. Je crois, en fait, j'ai mis plus de temps à parler des films qui sont bons mais pas assez que des films qui sont dans le classement. Je suis vraiment désolé. Euh,
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre propre top dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, respectez les avis de chacun comme d'habitude. Prenez soin de vous, allez au cinéma, achetez des DVD et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!